poursuivons cette matinée où on va parler encore d'automatisation et notamment de RPA, ou en tout cas les grandes tendances de l'automatisation. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Christophe Leblanc. Christophe Leblanc, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Partner Success Manager Lead Southern Europe chez Automation Anywhere. C'est ça. Et j'ai le plaisir aussi d'accueillir Arthur Aspaille. Arthur Aspaille, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur Smart Automation chez Grant Thornton. Exactement. Alors je vais rester avec vous pour la première question. Quelles est selon vous les grandes tendances de l'automatisation qu'on voit aujourd'hui ? Alors, les tendances, elles sont multiples. Elles sont à la fois de l'ordre de la solution, de l'ordre de la consommation avec les collaborateurs, et également par rapport au modèle de fonctionnement. Un premier chiffre qui est important dans le cadre de l'automatisation, c'est qu'on voit que le marché continue à croître fortement. Il y a beaucoup d'études sur le sujet. Si on prend un chiffre qui a été donné par le Gartner, on va être sur une croissance de 19,5% en 2021. C'est pour dire l'intérêt que portent les entreprises sur l'automatisation. Et cet intérêt, il va continuer dans les années, puisque le Gartner anticipe effectivement une croissance du marché, encore à 2 chiffres, jusqu'en 2024. Si on va vraiment dans le détail de ces tendances, la première tendance que moi je vois et qui, à mon sens, est la plus importante, c'est le développement de l'hyper-automatisation. Concrètement, c'est quoi? C'est un écosystème de solutions d'automatisation qui vont permettre aux entreprises d'adresser de plus en plus de cas d'automatisation. Donc de répondre de plus en plus à leurs enjeux internes, à la fois en productivité, en qualité, satisfaction collaborateur et bien sûr satisfaction client. On peut citer 4 domaines de l'hyper-automatisation. Pour faire synthétique, parce qu'on pourrait y passer des heures, mais pour faire synthétique, il y a 4 domaines. Il y a la partie Thinking and Learning, qui inclut le Big Data et le Machine Learning. La partie Computer Vision, avec des technologies d'OCR et d'ICR. La partie Language, on a tous entendu parler du NLP, du NLG, donc Natural Language Generation. Et la dernière brique qui inclut la partie RPA, qui est la brique exécution. Donc on voit bien qu'il y a réellement tout cet écosystème qui se met en place et qui se déploie fortement de façon à répondre en fait aux enjeux des entreprises. Même diagnostic chez Automation Anywhere ? Oui, tout à fait. C'est vrai que depuis les dernières années, en fait, les plateformes d'automation se sont enrichies. On part effectivement de la partie exécution. On va chercher des choses complémentaires comme la capture, par exemple. Donc, l'ICA, on va pouvoir effectivement récupérer des informations dans le dark data, quelque part, des entreprises. Et puis, on va aller chercher d'autres fonctionnalités comme la découverte des processus métiers, puisque c'est bien ça, généralement en amont, qui pêche et qu'on va aller chercher auprès des lignes métiers ces informations qui sont généralement pas documentées du tout. Donc on en a besoin pour pouvoir après, en aval, les exécuter et construire les robots sur cette base-là. Et puis en plus, aujourd'hui, on a mis en place aussi un autre degré de maturité qui est l'interface homme-machine, qui permet de pouvoir discuter, dialoguer justement avec ces robots. Et on n'a plus ces robots qui s'exécutent tout seuls dans leur coin sans un certain contrôle ou une interaction en tout cas avec les employés. Alors, une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement toutes les entreprises sont éligibles, en tout cas, à cette automatisation ? Alors effectivement, toutes les entreprises sont éligibles, mais j'aimerais revenir sur un petit point avant d'entrer sur cette partie-là. Une tendance qu'on voit également sur le marché, c'est la multitude d'acteurs. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché, que ce soit côté éditeur ou que ce soit côté d'ailleurs partenaire. Et en fait, c'est soit des pure players qui se développent et qui vont répondre à un enjeu spécifique des entreprises, avec une solution dédiée sur un process ou un bout de process. Mais il y a également des grosses compagnies type ServiceNow ou Microsoft. Notamment, ServiceNow vient de faire l'acquisition de l'entreprise indienne IntelliBot. Et également, Microsoft se développe sur la partie automatisation, avec notamment la suite Power Automate. Et on voit bien que cette offre, elle devient de plus en plus complète, de plus en plus mature. Et donc, effectivement, ces entreprises qui vont sur le marché, avec l'objectif de prendre une part de marché. Donc pour revenir sur la partie justement entreprise, donc on parlait de l'éligibilité à l'automatisation. Quel type d'entreprise finalement est éligible à l'automatisation ? Bien sûr. Alors aujourd'hui, si on regarde un peu les études qui paraissent, d'ici 2022, il y aura 90% des grandes entreprises qui auront déployé un projet d'automatisation. Et dans les prochaines années, le volume de projets d'automatisation au sein des entreprises sera multiplié par 3. Ce qui montre bien l'engouement en fait, des entreprises sur cette thématique-là. Après, au-delà des grandes entreprises, il y a une tendance qu'on aperçoit, qui est encore au début, mais qui commence à évoluer, c'est la mise en place de projets, le déploiement de projets d'automatisation au sein des ETI,
donc entreprises de taille intermédiaire, et également au sein des PME. Et ce point, il est permis pourquoi? Parce qu'effectivement, on a de plus en plus d'acteurs qui vont répondre à des enjeux spécifiques process, spécifiques sectoriels. Donc les entreprises de taille intermédiaire ne vont pas automatiser l'ensemble de leurs processus, mais vont utiliser ces solutions pour répondre à un enjeu très précis. Est-ce que finalement, les changements ne vont pas être poussés par les métiers et finalement par les collaborateurs? Ah, tout à fait, les changements sont poussés d'abord par les métiers, parce que c'est eux qui supportent la peine, en tout cas, de ce travail qui est rébarbatif, qui est long. Donc on voit souvent effectivement les métiers revenir à chercher effectivement ce type de solutions. Et de plus, ces solutions sont extrêmement faciles de mise en place, parce que de plus en plus de ces solutions existent maintenant sur le cloud, par exemple, hein, et donc du coup extrêmement faciles à déployer. Est-ce que ça n'implique pas, par contre, un modèle de fonctionnement qui va être un petit peu différent? C'est-à-dire que, comme aujourd'hui, on parle beaucoup des chatbots, etc., et on se dit qu'il va falloir peut-être réguler ou réglementer, ou en tout cas essayer de chapeauter l'ensemble de ces chatbots, parce que finalement, même dans l'automatisation, il ne va pas falloir un chef d'orchestre. Si, bien sûr. Et là, on voit deux tendances qui sont majeures sur cette partie modèle de fonctionnement. La première tendance, c'est l'internalisation de la compétence. Concrètement, au début, quand les grandes entreprises se sont lancées, elles ont beaucoup eu recours à des partenaires pour les accompagner dans cette automatisation. Maintenant, ce qu'on voit, c'est au fur et à mesure que les entreprises deviennent matures sur l'automatisation, et également au fur et à mesure que le nombre de projets grandit au sein des entreprises, elles commencent à bâtir ce qu'on appelle donc, des centres d'excellence robotique, donc des centres d'excellence qui auront vocation en fait, à réaliser pour le compte de l'IT, mais également de l'ensemble des fonctions, de l'ensemble des métiers, les projets d'automatisation. Ça fait un peu le parallèle avec les Global Business Services, hein, pour les CSP comptables, les CSP RH, IT ou achat. Donc là, on aura une cellule, le centre d'excellence, qui va driver l'automatisation pour l'entreprise. Ça peut aller jusqu'à un Chief Automation Officer? Ça peut bien sûr aller jusqu'à un Chief Automation Officer. C'est vraiment quelqu'un qui va porter cette automatisation, avec notamment la partie sponsorship, qui est également un point important. Ce qu'on voit aussi sur les modèles de fonctionnement, et ça développe de plus en plus, c'est le modèle front-back. C'est que concrètement, on voit des grandes entreprises qui vont mettre en place un centre d'excellence à deux têtes, une tête en front hein, pour faire toute la partie gouvernance, relation avec les métiers, gestion de projet, et également qui vont capitaliser sur une localisation à eux, onshore ou nearshore, pour permettre effectivement de réaliser des développements, également la maintenance des processus à moindre coût. Arthur Assoy, merci beaucoup. Merci beaucoup. Christophe Leblanc, merci. Après. Et nous poursuivons cette matinée.